Gilles William Goldnadel, merci de recevoir l'OGIM. Vous êtes président d'Avocats sans frontières et vous suivez attentivement un certain nombre de médias. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Écoutez, je me suis placé dans une sorte d'ardente obligation civique de surveiller, l'expression n'est pas totalement infondée, certains médias. Cette obligation est venue en vérité d'un malheur en tant que consommateur d'informations qui m'est venu très tôt. J'ai vu que nous baignions dans une sorte de dictature médiatique molle de la pensée unique, pour reprendre l'expression un peu galvaudée. Dans le cadre de l'exercice de cette dictature, je me suis aperçu que les potentats principaux étaient curieusement les journalistes et animateurs du service public de l'audiovisuel d'information. Alors, je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais en tous les cas, en tant que citoyen, en tant que contributeur de la redevance, eu égard au fait que les médias de service public ont dans leur cahier des charges l'obligation de respecter la neutralité, le pluralisme et l'objectivité, je les considère comme comptables et redevables à mon égard d'une obligation de loyauté et d'une obligation d'information neutre. Or, si je vais parler demain à un journaliste du service public de neutralité ou de pluralisme, il va me rire au nez. Il se trouve que tous les matins, n'y voyez pas la marque d'un improbable masochisme, mais tous les matins, j'écoute France Inter, j'écoute la matinale. Il m'arrive d'ailleurs pratiquement tous les matins de tweeter ironiquement sur cette matinale, parce que je vois à quel point la neutralité est complètement dévoyée. D'ailleurs, je ne suis pas dans la spéculation intellectuelle. Ce qui est incroyable, c'est que les gens de France Inter eux-mêmes reconnaissent que c'est une radio de sensibilité de gauche. Je trouve que cette reconnaissance tranquille est constitutive d'un scandale d'État, et ce qui est scandaleux, c'est qu'il n'y ait pas scandale. Et ce qui est scandaleux, c'est que la droite républicaine ne s'en effarouche pas, n'en fasse pas un sujet électoral. Parce que ce que je vous dis là, lorsque je rencontre des gens qui ne sont pas forcément de droite, qui ne sont pas forcément des militants, mais qui sont des gens de bonne volonté, ou simplement des consommateurs d'informations qui ne veulent pas être mis dans le vent, eux-mêmes partagent très largement mon sentiment d'indignation. Il y a quand même une forme d'indignité que de voir que tranquillement, la gauche médiatique se sent dans une impunité totale de pouvoir véhiculer ses idées, sa conception des choses, qui n'est peut-être pas erronée. Je ne suis pas dans le jugement de valeur. Si moi j'étais, sinon au pouvoir, mais demain, je n'aimerais pas, je vous prie de le croire, je n'aimerais pas que la droite au pouvoir puisse s'arroger le droit de capter l'information, l'audiovisuel de service public, comme elle est captée par la gauche. J'y verrais une manière d'infamie. D'ailleurs, la gauche, c'est soit sa force, soit son indignité, n'a pas cessé, lorsque Sarkozy était au pouvoir, de prétendre qu'il avait les commandes de l'audiovisuel du service public, ce qui est une ironie totale. Il a nommé des Philippe Val, il a continué de nommer Jean-Luc Hess, il a nommé Mitterrand comme ministère, au ministère de la Culture. Ça n'était pas la marque de vouloir se prendre avec lui et la culture et l'information. Ça n'a aucun sens. Mais ce que je veux dire là, c'est que
ayant considéré que l'esprit public avait été décérébré depuis plus de 50 ans par la gauche médiatique, par la gauche intellectuelle, par la gauche artistique, parce que je pointe l'audiovisuel de service public, parce que j'ai le droit de le pointer. Mais si vous allez au Festival de Cannes, si vous voyez la constitution du jury, si vous voyez la palme du jury, si vous voyez le discours des artistes qui sont presque dans une obligation, si j'ose dire, de tenir ce discours, pour autant qu'ils n'y croient pas. Les rares artistes, je pense à ce fameux rappeur qui avait pris Fait et Cause pour Sarkozy pendant la campagne, j'ai oublié son nom, Doc Gynéco. Le malheureux Doc Gynéco a pris Fait et Cause pour Sarko, à tort ou à raison, on s'en fout, pendant la campagne. Sa carrière a été foutue. Les premiers concerts qu'il a donnés après sa prise de position ont été sabotés. Doc Gynéco a disparu de l'écran radar de la création artistique. Lorsque je dis que nous vivons dans une manière de dictature molle sur le plan médiatique ou intellectuel, je ne pense pas être hyperbolique. C'est ainsi, donc pour répondre un peu longuement à votre question, c'est vrai, comme il ne vous a pas échappé que j'avais des activités annexes à la défense de la liberté des gens et à ma propre liberté intellectuelle, je me suis d'une certaine manière spécialisé dans la défense de la liberté du consommateur du service public de l'audiovisuel qui n'est respecté par personne. Le CSA, c'est une douce plaisanterie. Le CSA qui devrait être l'organe de surveillance de la loyauté du débat n'exerce aucune surveillance. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour vous reprendre un exemple, pour sortir, je déteste la spéculation intellectuelle parce qu'elle se retourne toujours contre vous. Je vous prends un exemple qui n'est pas contestable. Il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours, le journal L'Humanité a célébré, je dis bien a célébré, tous les humoristes de France Inter qu'il a qualifiés d'humoristes de gauche, qui sauvaient l'honneur de la radio de service public. Je veux dire, c'est exact. Et le pire, c'est que Hélène Jouan, dans sa revue de presse, s'en est vantée. Je veux dire, ça ne gêne personne. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que la force politique de ça, de pouvoir ironiser? Parce que c'est quoi le matin? Le matin, les humoristes vont rire de Marine Le Pen, ils vont rire de Nadine Morano, ils vont rire de Ludovine de la Malbaise. Vous voyez de qui je parle? Vous voyez? Non mais, en principe, le bouffon, la traduction du bouffon, monsieur, c'est de se méfier, c'est de se moquer du roi, du souverain en place. Eh bien, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas dans la radio de service public. Vous vous moquez, allez, un cheval, une alouette, à 90% de la droite et de ses auteurs. Je ne vous dis pas qu'ils ne sont pas risibles par moments. Je ne vous dis pas qu'on ne doit pas se moquer d'eux. Je ne voudrais pas caricaturer ma propre pensée. Mais lorsqu'à ce point-là, il y a une emprise du service public et d'une radio qui par ailleurs est de talent, les humoristes, je ne dis pas tous, mais les gens qui font cette radio ne sont pas des crétins. Je ne suis même pas sûr qu'ils soient tous de mauvaise foi. Ils sont persuadés d'incarner le bien et la raison. Mais je dis que c'est encore pire d'une certaine manière. Voilà pourquoi je suis dans cette défense acharnée de ma liberté et de la vôtre. Vous constatez cette absence de neutralité et de pluralisme, mais d'où provient-elle cette absence? Oh, ben écoutez ça, vous savez, il faut interroger. J'ai écrit quelques livres sur la question. Il faut interroger l'esprit de 68. C'est évidemment l'esprit 68ard et post-68ard qui se caractérise par la détestation de l'État-nation occidental,
Donc ça, c'est pratiquement sa marque de fabrique. Et puis ensuite, une fois que vous avez dit ça, évidemment, les avatars de cela, c'est le culte de l'autre, avec un grand A, et donc la détestation du franchouillard. En politique internationale, on est plutôt anti-américain, anti-israélien, anti-occidental. On est évidemment, on célèbre la cause de l'immigration et de l'étranger, mais tout cela, je vous en décris les effets, je vous en décris le moment. J'ai expliqué dans un livre qui s'appelle « Réflexion sur la question blanche » que l'origine de tout cela, telle que moi je la pointe, ça n'est pas comme on pense, comme on le dit souvent, les effets du colonialisme. Le regard sur le colonialisme vient de ce que j'appelle le Big Bang Shoah, dans le mi-temps des années 70, qui a commencé à partir de 1965, la grande confusion de penser que la Shoah est finalement la fille en extrême droite ligne de l'État-nation blanc, occidental. C'est la fameuse confusion stupide, CRS-SS, nous sommes tous des juifs allemands, etc. etc. Bon, ça, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais c'est le creuset, bien entendu, et ce que je vous décris là, ça n'est pas du prêt-à-penser, c'est tripal, c'est épidermique. La plupart des gens dont je vous parle ne sont pas encartés, ce ne sont pas des crypto-trotskistes, encore qu'il y en ait évidemment comme partout. La plupart des gens dont je vous parle sont eux-mêmes, entre guillemets, les victimes de ce prêt-à-ressentir. Ils sont nés là-dedans, ils ont vécu là-dedans, et par conséquent, eux-mêmes ont du mal à s'imaginer aujourd'hui en Français de France, mais plutôt en citoyens du monde qui, encore une fois, considèrent l'origine, comme la revendication des origines, comme quelque chose de malsain, sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont tout prêts à épouser la cause du nationalisme palestinien ou du nationalisme algérien, mais que les droits, par contre, du peuple français d'avoir des frontières, des prérogatives de police, eh bien, c'est tout aussi louable ou tout aussi discutable que le droit de l'autre. Alors, que faut-il faire? Ne plus payer sa redevance? Ah, écoutez, si j'avais le temps, cher ami, j'aimerais animer une sorte d'association des usagers du service public de l'audiovisuel qui, en tant qu'association consumériste, demanderait des comptes au CSA, aux politiques, pour justement avoir une information pluraliste. Il n'est pas normal que sur certaines chaînes, Arte par exemple, si vous vous donnez le mal, c'est le cas de le dire, de regarder Arte tous les soirs à partir de 19h45, vous verrez qu'il y a... Alors là, je pense que nous avons affaire à davantage de militants qui font une sorte de comité de rédaction pour savoir exactement quelle pensée on va insuffler, parce que vous avez un quart d'heure en faveur des migrants. La plupart des migrants, on les tend plutôt aux Verts français ou aux Grünen allemands. Vous avez, alors là, pour le coup, ce ne sont pas des victimes, ce sont des militants qui pensent que, et ils ne réussissent qu'à moitié, Dieu merci aujourd'hui, qui pensent qu'effectivement, il faut éduquer. L'information, c'est une autre manière d'éduquer les gens. Ça ferait partie de leur cahier des charges. En vérité, Dieu merci, aujourd'hui, ce que je vous dis là, que je décris peut-être, j'en décris les origines, j'en décris le menu, mais la plupart des téléspectateurs, maintenant, ont le décodeur. Hein. Ils ont le décodeur. Ils savent bien qu'ils savent traduire le prêchi-prêcha quasi religieux qui leur est diffusé ex cathedra, ex cathodique, si j'ose dire, tous les soirs, à la même heure. Et d'une certaine manière, voilà pourquoi ils deviennent transgressifs. Aujourd'hui, je ne dis pas que ces gens-là, à la marge, ne peuvent pas encore impressionner les gens.
les gens ne sont pas d'une seule pièce non plus. Vous leur créez quand même une manière de surmoi. Mais tout de même, aujourd'hui, Dieu merci, le phénomène que je vous décris cause beaucoup moins de victimes qu'il n'en a causé il y a 10 ou 15 ans, parce que d'abord, sous le coup de boutoir des réalités, on voit bien que ces prêches sont dénués de tout bon sens et sont d'une réalité complète. Le village Potemkin, par exemple, qu'ils ont tenté de créer sur les bienfaits de l'immigration, une chance pour la France, on voit bien que c'est un village Potemkin aujourd'hui. Vous pouvez toujours dire aux consommateurs d'informations, bon, dormez tranquille, l'islam est une religion de paix, il n'y a pas de risque terroriste jamais en ce qui concerne les migrants qui viennent de Syrie, la sécurité l'insécurité, comme on le disait il y a encore 20 ans ou même 15 ans, l'insécurité est un fantasme. Il n'existe pas, on vous l'a vendu, ça n'est pas vrai. L'immigration n'a pas augmenté. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, ils continuent. Pratiquement, les prêches continuent, mais les églises se sont vidées tout de même. Donc, il faut se battre, accompagner le mouvement, parce qu'il n'est pas loin. Il n'est pas loin, je crois, le moment de la libération, où, effectivement, je pense qu'on peut espérer, à moyen terme, avoir une information loyale et pluraliste. Et d'ailleurs, comme nous n'avons pas eu le pluralisme audiovisuel, comme la presse a été largement dominée par une petite coterie, eh bien, la libération, elle a eu lieu, vous le savez bien, sur Internet, qui a charrié le pire, mais qui a charrié, Dieu merci, le meilleur. Et vous en êtes l'illustration, et je pense que je dis, l'illustration la plus emblématique. On peut ne pas avoir les mêmes idées, vous et moi, la manière dont vous, le gym, la manière dont chaque jour vous décryptez les acteurs et fabricants d'informations et les organes d'information eux-mêmes, je la trouve tout à fait remarquable. Donc ça c'est quelque chose de tout à fait salutaire et, oserais-je le dire, salvateur. Bien, Maître Gilles-William Goldnadel, je vous remercie. Nous reviendrons vous voir quand vous voulez. Pour parler, entre autres, de l'association des usagers du service public. Et alors, il faut la créer. Encore merci.